Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce midi pour le quatrième webinaire de la série Rebondir de Concertation Montréal. Mon nom est Philippe Massé, je suis chef d'équipe diversité et parité à Concertation Montréal et j'ai le plaisir d'introduire notre formatrice pour le présent webinaire où nous allons parler d'urgence et de priorité. C'est un sujet dont on parle régulièrement. Pendant la prochaine heure, ça va vous rappeler certains éléments importants qu'on connaît en général, mais qu'on a besoin de se faire rappeler de temps à autre. D'ailleurs, il y a des participants qui m'ont écrit tout juste avant la réunion pour me dire qu'ils avaient une réunion d'urgence qui ne leur permettait pas de participer au webinaire ce midi. J'en profite pour vous rappeler que le webinaire sera enregistré et partagé sur la chaîne YouTube de Concertation Montréal. Donc, les webinaires de la série sont rendus possibles grâce à la participation financière du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, et également le soutien financier de l'agglomération de Montréal qui soutient les initiatives de Concertation Montréal. Donc, pourquoi on parle d'urgence et de priorité? On est bousculé dans nos façons de faire, dans nos interventions depuis 1 an et demi. Les OBNL ont été mis à rude épreuve, puis il y a beaucoup d'éléments qu'on ne contrôle pas, que ce soit tant au niveau du financement, au niveau des règles de santé publique, mais lorsqu'il est question de déterminer ce qui est urgent, quelles sont les priorités, bien là, vous avez un pouvoir plus grand. Donc, on va rappeler quelques notions. C'est un survol. Nous n'avons que 60 minutes aujourd'hui pour aborder le thème avec notre formatrice, Karine Joly, qui est formatrice en développement organisationnel et qui donne cette formation-là dans un format plus long, dans sa formation régulière qu'elle offre avec le Centre Saint-Pierre. Donc, c'est un sujet qu'on considère bien important et aussi parce que pour les conseils d'administration, on sait tous que les conseils d'administration ont à déterminer avec la direction ou la coordination quels sont les éléments urgents sur lesquels il faut plancher. Donc, lorsque un conseil d'administration interpelle sa direction, fixe des rencontres additionnelles ou demande de travailler sur une demande de financement, mais ça a un impact sur l'ensemble des interventions et des actions de l'organisation. Donc, on va faire un tour de piste quand même fort intéressant dans la prochaine heure. Puis j'invite Karine Joly, notre formatrice, à me rejoindre pour la présentation. Et également, j'en profite pour vous rappeler que la présentation PowerPoint sera partagée à l'ensemble des participants dès 12h45. Donc, vous recevez un courriel avant la fin du webinaire qui contient également le lien pour procéder à l'évaluation du webinaire. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec notre formatrice, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Et bon webinaire à tous et à toutes. Merci beaucoup. Alors, on va juste faire un petit test de son, Philippe, s'assurer que tout le monde m'entend bien. J'ai osé le petit écouteur Bluetooth, donc je comprends qu'il n'y a pas de réaction. Alors, ça veut dire que je peux démarrer à l'instant. Merci d'abord, en fait, à Concertation Montréal pour cette invitation. Je trouve ça toujours intéressant de rejoindre des administrateurs, des directions, entre autres. Là, je voyais que c'était majoritairement les gens qui constituaient le groupe aujourd'hui. Donc, Karine Joly, Philippe m'a déjà présenté. Alors, je suis d'abord et avant tout une intervenante sociale. Vous allez dire, qu'est-ce qu'elle fait là aujourd'hui? Donc, je suis une intervenante sociale qui est allée se former en gestion et qui, pendant 6 ans pour le Centre Saint-Pierre, a offert de la formation à toutes sortes d'OBNL là, sur le territoire du Québec. Alors, le Centre Saint-Pierre est là depuis 45 ans pour répondre justement là, aux besoins de formation. Là, toute une équipe là, qui s'occupe de ça maintenant. Je parle au passé. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai juste un petit pied au Centre Saint-Pierre. Je fais autre chose. Là. J'ai vu que plusieurs étaient allés voir mon LinkedIn cette semaine. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on se lance dans la distinction de l'urgence ou la priorité. J'ai trouvé important, en fait, de regarder le sondage que vous avez complété pour ressortir, dans le fond, les besoins qui étaient directement liés à la présentation, puis amener, dans le fond, les éléments les plus communs.
un des éléments qui ressortait de façon vraiment marquée, c'était le désir de ralentir, de négocier et de sortir de l'urgence. J'ai le goût de vous dire que quand j'ai mis sur pied cette formation-là, c'était ultimement l'objectif visé. Ensuite de ça, il y a des gens qui disaient on n'est pas toujours efficace dans nos organisations. On aurait peut-être intérêt à éviter la procrastination, hein, donc de remettre à plus tard les tâches qui parfois nous semblent moins stimulantes, moins intéressantes. L'autre élément qui revenait beaucoup, c'est on a besoin d'avoir plus de cohérence dans notre organisation. Pour ça, il faut être capable de choisir, de prioriser, de planifier, mais ce n'est pas toujours simple avec la réalité avec laquelle on doit composer. Il y a d'autres gens qui disaient, nous, on est bon là, pour planifier avec une vision globale, ça va bien. Toutefois, il y a des enjeux au niveau de l'opérationnalisation de la planification. Qui fait quoi? Est-ce qu'on a les ressources suffisantes en tant qu'OBNL, alors quand souvent on court après notre financement puis qu'il y a des enjeux particuliers? Il y a déjà des enjeux actuellement au niveau de la main-d'œuvre. C'est encore plus grand, en fait, dans le milieu communautaire. Donc, comment on compose avec tout ça? Et il y avait l'idée de la flexibilité. Donc, qui j'implique quand et pourquoi? Donc, qu'est-ce qui est du rôle de mon administrateur? Qu'est-ce qui est du rôle de ma direction? Quand est-ce que, comme administrateur, je devrais me mêler de l'organisation puis de la planification? Puis, quand est-ce que je devrais laisser ça à la direction? Donc, c'est vraiment autour de ces besoins-là que j'ai organisé, dans le fond, les objectifs de notre rencontre ce midi. Première chose, je souhaite que vous ressortiez de ce webinaire avec la conviction profonde que le processus de planification est un processus pertinent qui peut aider une organisation à se structurer. L'autre chose, hein, le titre du webinaire s'appelle « Urgence ou priorité ». Donc, distinguer ce qui est important de ce qui est urgent. Alors, on utilisera la matrice d'Eisenhower pour arriver à faire ça. Et bien évidemment, je veux vous donner plein de pistes, de pistes concrètes, j'ai le goût de vous dire, pour vous amener à améliorer ces habiletés-là au niveau du processus de planification. Mais là, avant de se lancer dans ces pistes concrètes-là, je trouve toujours important de faire un petit peu de philosophie par rapport à la gestion du temps. Et cette réflexion-là ne vient pas de moi, elle vient de Jean-Louis Servan-Schreiber, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Le nouvel art du temps ». Il a écrit ça en 2000. On était loin d'un contexte pandémique. Alors, j'aurais tendance à penser que ce concept-là, on peut l'amplifier avec ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années. Notre collègue Jean-Louis Servan-Schreiber, de quoi il nous parle? Il nous parle du concept de court-termisme. Alors, ce qu'il nous dit, c'est les organisations et les individus, de plus en plus, ont de la difficulté, en fait, à se projeter devant, ont de la difficulté à anticiper ce qui vient. Pourquoi? Parce qu'on est juste dans l'instant présent. Et là, on ne parle pas de pleine conscience ici. Okay? On est plutôt dans ce qu'il appelle le court-termisme. Donc, je n'ai pas de vue à long terme. À quoi c'est dû? Principalement à l'ère numérique, hein, qui nous a envahis ces dernières années et qui a en fait considérablement augmenté le rythme de nos communications. Alors aujourd'hui, si j'envoie un courriel, je m'attends à ce que ce soit répondu à la vitesse de l'éclair. L'autre chose que ça a beaucoup changé, l'arrivée de l'ère numérique, c'est le nombre de tâches qu'on a à effectuer et l'information qu'on a à traiter dans une même journée, dans une même semaine. Donc, on est venu ajouter des tâches, si on veut, mais on n'a pas ajouté les heures qui venaient avec. L'autre chose qui s'est passée, je dirais, mondialement, c'est que notre compétition, avant, on se comparait aux gens autour de nous. Mais avec l'arrivée d'Internet, on se compare à beaucoup plus grand. Puis là, sans faire une grande théorie là, sur la mondialisation et le capitalisme, mais c'est venu induire chez les individus des pressions de performance et c'est aussi venu induire des exigences plus grandes. Donc, je dois me garder au bout du jour, je dois développer mes compétences davantage, mais tout ça, ça prend du temps. Alors, quand j'entends les organisations dire « Karine, on manque de temps », je suis obligée de vous dire que vous avez raison. Okay? Malgré
tout ça, malgré ces embûches-là, malgré ce contexte-là, ça vaut la peine d'investir sur nos capacités et nos habiletés de planification. Pourquoi? Et là, j'emprunte cette citation à mon collègue François Marcotte, qui nous dit « Un groupe qui évolue sans plan d'action, donc sans processus de planification, risque tôt ou tard d'être à la remorque des événements, mais pire encore, de manquer de cohérence, de dévier de ses objectifs, voire de sa mission, ou encore de tourner en rond. » Donc, il y a des conséquences qui sont importantes pour une organisation. Si on n'a pas de processus de planification béton, on va refaire le bouton à 4 trous de façon fréquente et là, on perd de l'efficience et on devient justement moins pertinent. Avant de vous amener dans le processus de planification directement, je trouvais important de vous dire, considérant la composition de votre groupe, qu'il y a des préalables, en fait, à la planification. Et les préalables sont les suivants. Est-ce que j'ai un cadre stratégique à mon organisation qui est solide, qui est suffisant? Qu'est-ce qui devrait se retrouver dans mon cadre stratégique? Ma mission. Donc, la raison d'être de mon OBNL, de mon organisation. Pourquoi on existe? Ensuite de ça, c'est ma vision. Ma vision, ça peut être ma vision de développement, donc vers où on s'en va comme organisation. Mais ça peut aussi être quelque chose d'un peu utopique. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire advenir dans le monde comme organisation? Et finalement, nos valeurs comme organisation. Généralement, 3 à 5 valeurs, pas plus, mais qui viennent vraiment bien définir, bien baliser qui on est comme organisation et toutes les personnes qui vont graviter autour de notre organisation, c'est-à-dire membres du conseil d'administration, direction, employés, bénévoles, on doit s'assurer de transmettre ces éléments-là. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va faire toute la différence au niveau de la vision commune. Une fois que j'ai ces éléments-là, mon organisation s'appuie aussi sur un organigramme. Donc, qui fait quoi, quand? Je vais essayer de départager les rôles et les responsabilités. Qui décide de quoi? Qui est informé de quoi? Qui est consulté sur quoi? C'est quoi le rapport qu'on souhaite entretenir avec nos membres, par exemple? Donc, tout ça, ça va nous donner des indications et tout ça va nous amener à avoir une description de tâches qui est la plus fidèle possible. Les descriptions de tâches, oui, pour nos personnels salariés, mais aussi pour nos ressources bénévoles. Donc, c'est quoi les tâches qui sont confiées à cette personne-là? Qu'est-ce qu'on lui demande de réaliser finalement? À partir du moment où ces préalables sont présents, où ce contexte-là est clair, ça nous donne une lancée importante pour l'ensemble du processus de planification. Je parle de planification depuis tantôt, puis je vous l'ai dit, mon intention dans ce webinaire-là, c'est vraiment de faire en sorte que vous ressortiez en vous disant OK, il y a peut-être des petits tours de roue à faire, il y a peut-être moyen de structurer nos processus davantage et mieux. Mais de quoi on parle quand on parle de processus de planification? On parle d'une démarche méthodique qui nous permet de réfléchir et de décider à l'avance de ce qu'on veut faire, de comment on va le faire, quand on va le faire et qui va s'en occuper. Vous allez me dire, ben oui, mais Karine, ça croule sous le sens. Et moi, j'ai le goût de vous demander, qu'est-ce qui fait en fait que certaines organisations délaissent le processus de planification? Donc, si je vous demandais, en utilisant le chat, selon vous, c'est quoi les avantages d'un processus de planification? Et c'est quoi les inconvénients d'un processus de planification? Alors, vous pouvez utiliser le chat à l'instant. C'est histoire de voir qu'est-ce qui nous empêche qu'est-ce qui nous empêche de faire une bonne planification. Donc, Isabelle qui nous dit, bien, dans le fond, les avantages, c'est vraiment la structure de l'organisation, tout à fait. On peut mieux anticiper, mieux se préparer. Isabelle qui nous dit aussi, bien, le désavantage, là, Karine, c'est qu'on perd du temps à faire
faire notre planification. Tout à fait. L'idée de travailler ensemble au niveau des avantages, donc travailler ensemble dans une cible commune, on sait quoi faire. Il y a des gens qui me disent comme des avantages, hey, Karine, la planification, là, ça nous fait manquer de flexibilité. Ça ne permet pas la gestion cas par cas. Il y a des gens qui me disent, hey, Karine, avec la planification, on perd de notre spontanéité. Quelle réponse intéressante! Et, ben oui, en fait, il y a des gens qui disent aussi, ben, les priorités ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, il y a des enjeux, en fait, à déterminer les priorités. Au niveau des avantages, les avantages majeurs d'une bonne planification, première chose, c'est vraiment ma vision globale. Okay? Donc, je vais comprendre mon organisation sous toutes ses coutures et ça va m'amener à faire les choix les plus judicieux possibles. Donc, je vais être en mesure d'anticiper les actions qui sont les plus pertinentes. L'autre chose, c'est que je vais gagner en constance, je vais gagner en cohérence dans le choix de mes actions. Si j'ai une planification, justement parce qu'on n'a pas tous la même conception de ce qui est important pour l'organisation, même si on travaille fort, fort, fort sur nos préalables, là, bien, ça va me permettre, cet espace de planification-là, de négocier avec les membres de mon équipe, avec les médiévoles, avec les membres de mon conseil d'administration, ce qui est vraiment prioritaire. L'autre chose, c'est qu'on va éviter l'effet de précipitation. Comme j'aime bien le dire, prendre une décision sur le fly, parfois c'est une bonne chose, mais pas toujours nécessairement, parce qu'on se prive d'un processus de réflexion qui est important. Malgré tous ces avantages-là, souvent, ce que j'entends, c'est exactement ce que j'ai vu dans le chat tout à l'heure, c'est Karine, il y a trop d'urgence à traiter, là. Donc, ça sert à quoi de planifier si quand j'ai planifié, tout change de toute façon. Donc là, clairement, j'ai le sentiment d'avoir perdu mon temps. Et l'autre chose, il y a des gens qui me disent, mais j'en ai pas de temps, Karine. Donc, j'en ai encore moins pour ça. On va le voir tantôt. Les tâches de planification, c'est des tâches en priorité B. Donc, c'est des tâches qui sont fort importantes à mettre de l'avant dès le départ. Des personnes qui vont me dire, ça me fait perdre en spontanéité, la planification. Ce qu'on veut, c'est que notre planification soit aérée et donc qu'elle permette des espaces de spontanéité aussi. Quand on est figé dans notre court-termisme, quand on est figé dans notre dépendance à l'urgence, il n'y en a pas plus de la place à la spontanéité. On est juste dans un mode action-réaction. Quand je me mets dans un mode de planification, je suis dans un mode proactif par rapport à mon organisation et là, mes visées de développement peuvent prendre leur envol. Alors, j'espère définitivement vous avoir convaincu de la pertinence du processus de planification. Mais mettons là, que je n'avais pas tout à fait réussi. Hermel a travaillé en fait à la schématisation qui pour moi est vraiment très parlant. Comment ils sont arrivés à ce score-là, je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est suffisamment évocateur pour que je me permette de vous le montrer. Donc, Hermel, ce qu'il nous dit, c'est, supposons là, que j'ai un temps limité pour la planification d'une tâche, d'un projet X, Y, Z. Okay? Donc, je vais accorder, supposons, 20 de mon temps à la planification et je vais passer 80 de mon temps à le réaliser. Alors, imaginez que vous avez une demande de subvention à rédiger. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le document, vous regardez les éléments, vous survolez et vous vous faites un petit plan, le mettez sur une petite feuille à côté, là, juste pour dire. Et là, vous vous lancez dans la rédaction. Alors, vous partez dans la rédaction. Inévitablement, la tâche va être beaucoup plus longue que si vous aviez fait une planification détaillée. Qu'est-ce que ça voudrait dire avoir une planification détaillée? Ah, bien là, oui, j'ai regardé ma demande de financement. Je suis aussi allée chercher les dossiers qui étaient importants. Je me suis fait une petite planification. Ah, est-ce qu'il faut que j'appelle, par exemple, je ne sais pas, moi, un des administrateurs, le président peut-être, pour la signature de ce document-là à la fin. C'est quoi mes informations importantes au niveau de ma demande de financement? Ah, bien, je vais tout de suite aller les chercher. Donc, j'ai un plan qui est un peu plus béton, qui est un peu plus solide. Il m'a pris plus de temps à faire, forcément. Hein, on parle d'un 13 de plus de temps à faire. Toutefois, je viens d'économiser un
30 de temps de réalisation de ma tâche. Alors, en bout de ligne, ce que je gagne, c'est un 17 de temps. Plus ma planification, elle est solide, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'espace, mais plus ma planification, elle est solide, plus je gagnerai du temps et ce temps-là, je pourrai le consacrer aux choses qui sont les plus importantes pour moi et pour mon organisation. Mon organisme devrait avoir une planification. En fait, mon organisme et les individus, on devrait avoir une planification à 5 niveaux. Là, je vous l'accorde, 5 niveaux, c'est peut-être un peu ambitieux. Surtout s'il y en a aujourd'hui qui ont peut-être 1 niveau, 2 niveaux. Donc, j'aurais tendance à vous dire que le minimum vital là, pour qu'une organisation fonctionne bien, c'est au moins une planification à 3 niveaux. Et on va quand même passer là, les 5 niveaux ensemble. Donc, première chose, c'est mon niveau de planification triennal. Est-ce que je peux avoir un plan stratégique ou encore un plan triennal? Les deux s'équivalent. Là, vous allez me dire, Karine était formatrice en gestion dans les OBNL et elle ne conseille pas toujours la planification stratégique. Non. Faire une planification stratégique, moi, je compare toujours ça à une espèce de psychanalyse. Okay? C'est-à-dire qu'on se couche sur le divan pendant presque 1 an, puis on se questionne un peu sur le sort de l'humanité, la pertinence de notre mission. C'est comme si on réouvre tous les livres, puis là, on se fixe des objectifs qui sont très ambitieux. C'est beaucoup de réflexion, c'est vraiment beaucoup de travail. Toutes les organisations ne sont pas en mesure, soit par manque de ressources, soit des fois par habileté, ou des fois dans un contexte où on est plus conflictuel, un contexte de crise, ce n'est pas nécessairement stratégique de faire un plan stratégique. Donc, à ce moment-là, on peut quand même se doter d'un plan triennal. C'est-à-dire que je vais me donner une longueur de vue un peu plus grande pour dire, d'ici 3 ans, où est-ce que j'aurais le goût d'amener mon organisation? Faire une planification juste annuelle, la fin de l'année arrive tellement vite, donc ça ne nous permet pas d'anticiper suffisamment. Je pourrais avoir une liste de projets, par exemple, qui me tiennent à cœur sur les 3 ans, des idées de développement sur les 3 ans qui seraient déterminées en conseil d'administration ou encore en lac à l'épaule avec nos membres, avec des membres du conseil d'administration, avec des bénévoles, avec des gens de l'équipe de travail, juste pour nous donner une idée de où on se projette. Je pourrais décider de travailler sans faire toute une planification stratégique. Je pourrais décider de travailler, par exemple, notre énoncé de mission, notre énoncé de vision, avec quelques pistes d'action. Et pour ma planification triennale, ce serait déjà ça de prix. Vous aurez compris que dans la vie, je prône la théorie du petit pas. Alors, je me dis, si aujourd'hui, vous faites un petit pas dans l'avant en direction de la planification triennale, ce sera déjà ça de prix. Minimalement, toutefois, ça nous prend une planification annuelle, un plan d'action annuel ou encore des priorités annuelles. Plus notre planification annuelle sera précise, plus ce sera clair pour l'ensemble des individus. Quand je travaillais de façon plus régulière pour le Centre Saint-Pierre, je donnais aussi une formation qui s'appelait Plan d'action et plan de travail. Et je leur disais toujours, et là, ça, là, c'est pas très glamour, okay? Mais je leur disais toujours, si vous faites un plan d'action, pour faire un plan d'action et pour répondre aux prérogatives de votre bailleur de fonds, mais qu'après ça, vous la mettez dans le tiroir, c'est pas utile. Vous avez consacré énormément de temps, énormément d'énergie pour quelque chose qui vous sert à rien. Donc, oui, c'est souvent une prérogative des bailleurs de fonds, mais rappelez-vous que c'est d'abord utile pour vous comme organisation. Donc, on va essayer d'avoir un niveau de structure qui est assez important et qui nous donne assez de repères. Je vous amène tout de suite sur l'autre diapositive pour vous présenter un modèle classique de plan d'action annuel. Probablement que tout le monde a déjà vu ça ou à peu près. Donc, j'ai la formule classique où j'identifie mes objectifs. Donc, qu'est-ce que je vise? Vers où je m'en vais? C'est quoi ma cible? Ensuite de ça, mes résultats attendus. OK, j'ai cet objectif-là, mais qu'est-ce que j'ai le goût que ça donne concrètement? Donc, je n'écris pas des objectifs pour écrire des objectifs ou faire plaisir à mon bailleur de fonds. Je veux que ça fasse du sens pour mon organisation.
Voilà, bien beau là, que je me suis trouvé un objectif. Ça va être quoi les moyens pour atteindre cet objectif-là? C'est quoi les ressources humaines, financières, matérielles que j'ai à ma disposition pour pouvoir réaliser cet objectif-là, pour mettre en place ces moyens-là? Et je me permets de vous raconter en fait une petite anecdote où un jour, j'accompagnais une organisation et dans leur plan d'action, il y avait prévu l'embauche d'une personne ressource pour X, Y, Z. Alors, on est en train de regarder le plan, puis là, je leur dis, bien, c'est parfait, là, on est rendu à cette étape-là, donc vous pouvez embaucher. Puis là, il y a la directrice qui lève la main, puis elle dit, bien non, Karine, on ne peut pas. Mais je dis, pourquoi? Vous ne pouvez pas, c'est dans votre plan. Puis elle dit, non, mais c'est parce qu'on n'a pas l'argent pour ce poste-là. Oh, mais là, j'attends des minutes, là. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fait que je me suis retrouvée dans mon plan avec l'embauche d'une personne ressource, mais que la première étape, ce n'est pas la recherche de financement? Donc, on s'assure avec nos ressources que ce soit réaliste. Moi, j'appelle ça le test de la réalité. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Pas toujours. Échéancier, donc comment on se répartit ça dans l'année en tenant compte de notre configuration, de notre programmation habituelle et finalement des mécanismes de suivi. Donc, mon plan d'action, là, je veux qu'à la fin de l'année, il soit tout barbouillé. Pourquoi? Parce que je vais avoir réfléchi à qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut modifier. On va faire des rappels en réunion d'équipe, en rencontre de conseil d'administration pour s'assurer que cet outil-là soit vraiment notre fort. Là, pour rédiger un plan d'action comme celui-là, ça nous prend un esprit, je vous dirais, plutôt logico-mathématique. Et ce n'est pas tout le monde qui nécessairement a un esprit logico-mathématique. Parfois, il y a des petits enjeux par rapport à ça et certaines personnes sont plutôt créatives. Alors, je vous présente un autre plan d'action tout aussi efficace, mais qui définitivement sort du lot. Bon, là, c'est sûr que vous allez me dire, Karine, le beau tableau avec les post-it, je ne peux pas envoyer ça à mon bailleur de fonds. Je suis d'accord avec vous, mais ce plan d'action-là, si vous voulez, ce plan d'action annuel avait été fait par une organisation en équipe avec le conseil d'administration. Donc, on avait les différents éléments importants. Puis là, on avait une planification stratégique qui s'en venait, une relocalisation, ce qui n'est pas rien, des activités avec les jeunes, donc la raison même de la réalisation de la mission, la gestion de l'organisation, le recrutement, le financement, l'espace public, donc tout ce qui était plus de l'ordre des communications. Et pour chacun des mois, j'avais des actions et les espèces de petites pinouches de couleurs, là, chaque intervenant avait sa pinouche de couleur et donc, c'est-à-dire, là-dessus, je suis impliquée et je devrais m'engager. Donc, déjà, j'ai envoyé un message à l'ensemble de l'équipe pour dire, oh, une minute, là, ça, il faut que tu mettes ça aussi dans ton agenda. Il faut que tu le prévois. Donc, ça, c'est une façon simple, agréable, créative de faire un plan d'action qui exige peut-être un peu moins cet esprit logico-mathématique que le tableau que j'ai présenté. Il y a un autre modèle juste à côté qui est un peu semblable. En fait, on retrouve sensiblement les mêmes éléments que le tableau plus classique, mais c'est réparti différemment. On peut le travailler en équipe et on axe surtout sur le besoin. Donc, on prend le temps de réfléchir à notre organisation, de réfléchir aux individus qui fréquentent nos services également. Donc, ça, c'est pour notre planification annuelle. Ensuite de ça, je devrais avoir une planification mensuelle. Pas toujours, mais particulièrement pour les organisations qui ont des activités sur une base plus mensuelle, de la programmation ou encore qui ont du recrutement à faire pour les activités. Donc, je veux pouvoir faire la promotion, mais pour ça, il faut que je l'affiche à quelque part. Mais pour ça, il faut que j'y ai pensé avant. Okay, je ne sais pas, moi, vous êtes un OBNL plus à volet artistique, puis vous voulez organiser des activités dans, je ne sais pas, moi, pendant le temps des fêtes, là, avec une thématique liée au temps des fêtes. Bien, il faut que j'y ai pensé avant. Alors, si j'ai déjà mon calendrier mensuel, je l'ai déjà préparé d'avance parce que j'y ai pensé dans ma planification annuelle, parce que tout ça, c'est un système de poupée-puce, et là, ça devient drôlement pertinent. Ces trois volets-là, si on veut, de la planification, ces trois niveaux-là, ça relève davantage de la responsabilité de l'organisme.
Donc, parfois, c'est plus la direction, parfois, c'est plus le conseil d'administration. Ça dépend toujours de nos modèles de gestion. Mais moi, je dis toujours qu'on gagne quand même à impliquer le plus d'individus possible, nos bénévoles, nos personnes salariées, juste pour être sûr que tout le monde s'entende sur ce qu'on a à faire et c'est quoi nos priorités. On va gagner en vision commune et assurément, on va s'économiser du temps. Ensuite de ça, il y a des niveaux de planification qui relèvent davantage des individus. Et ça veut dire que si je suis un conseil d'administration, par exemple, un membre, un administrateur, je ne devrais pas nécessairement me mêler de ce bout-là, ce niveau-là de planification. Donc, ma planification qui est hebdomadaire. Je devrais avoir un agenda au sein de mon équipe qui est partagé. La pandémie nous a forcés à faire des pirouettes, je dirais ça comme ça, hein, avec le télétravail. Oups, mais là, qu'est-ce qu'il fait mon collègue? Il est-tu en réunion? Il est-tu sur Zoom? Je ne sais pas. Quand est-ce que je peux le déranger? Je ne le savais plus. Donc, l'idée d'utiliser des outils informatiques pour pouvoir partager à tout le moins nos rendez-vous, les plages bloquées, pour savoir à quel moment on peut se déranger finalement, puis on peut avoir de l'espace pour être ensemble. Ma planification hebdomadaire, je devrais aussi y retrouver une liste de tâches. Donc, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, mais qu'est-ce que je dois faire cette semaine, en tenant compte toujours de mon plan d'action annuel, mon plan d'action mensuel. Je vais vite me rendre compte que il y a peut-être des petits moments où ça ne passera pas dans le quart d'heure. Et ultimement, je devrais aussi avoir une planification quotidienne. Ça veut dire que j'arrive dans mon organisation, du moins pour les personnes qui y travaillent, ou encore même les bénévoles là, qui ont parfois des présences assez fréquentes dans les organisations. Donc, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est quoi mes priorités du jour? Si je laisse toute la place à l'imprévu, il n'y aura jamais d'endroit, jamais suffisamment d'endroits pour inclure les éléments de ma priorité annuelle. Donc, je veux avoir une planification qui est minimalement à 3 niveaux. Là, vous allez me dire, oh, Karine, ça, c'est du sport un peu. Comment on mange un gros éléphant? Une bouchée à la fois. Donc, théorie du petit pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire qui va améliorer quelque chose au niveau de vos stratégies de planification et qui seront assez significatives pour vous et pour l'organisation? Et là, vous allez me dire, là, Karine, ça fait, je ne sais pas, moi, 15-20 minutes là, que tu nous parles de planification. Et là, tu nous arrives avec les lois qui, lois, un peu comme la loi de gravité de Newton, menacent notre capacité de planification. Mais oui, je vous parle de ça maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que je veux qu'on trouve déjà des stratégies, parce qu'on sait qu'on va rencontrer ces lois-là qui sont des incontournables. J'ai fait une sélection, je dirais, des lois qui sont les plus prioritaires pour l'organisation. Première loi, je suis sûre et certaine que vous avez déjà entendu parler de ça, c'est la loi de Murphy, souvent qu'on appelle la loi de la tranche au beurre de pinot. Okay? Donc, en fait, vous imaginez, là, hein, vous vous levez le matin, là, vous faites votre café, puis là, vous vous servez une belle tranche, une belle toast, puis là, vous y allez généreusement sur votre toast au beurre de pinot. Et là, vous marchez et là, vous vous enfargez dans le chat. Il est fort probable que la tranche de beurre de pinot va tomber de quel côté sur le sol? Va tomber sur le côté du beurre de pinot, probablement sur votre tapis à poils longs. Okay? Donc, ce que ça veut dire, en fait, la loi de Murphy, c'est qu'il n'y a rien qui se passe jamais comme prévu. On aimerait ça, que tout ce qu'on a planifié, ça marche. Ben non, la vie est ainsi faite. Okay? Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'aurai besoin de me prévoir une marge d'imprévu. Si mon plan d'action, qu'il soit annuel, triennal, hebdomadaire, mensuel, quotidien, il est béton. Il n'y a pas d'espace pour les imprévus. En Abitibi, je suis abitienne, je ne voulais pas spécifier, on dirait que ça ne va jamais dans le coude à un moment donné. Okay? Donc, il va y avoir un goulot d'étranglement et on y arrivera. Le pourcentage magique, semblerait-il, ça dépend de la nature de notre organisation, puis ça dépend aussi de la nature du poste qu'on occupe dans l'organisation, mais on devrait prévoir entre 20 et 40 de marge d'imprévu. Ça veut dire que quand j'arrive à l'étape de planification, il faut qu'il y ait de l'espace. Il faut que j'ai mesuré combien de temps ça va me prendre de faire cet exercice-là. Autre loi bien importante, qui est la loi de
Pareto, la loi qu'on appelle affectueusement la loi du 80-20. Ce qu'on vient dire dans cette loi-là, c'est que 20 des efforts, quelque chose dans quoi je suis bon, là, puis je suis compétent, donc ça peut être nous comme individus ou encore ça peut être l'organisation, là, nos champs de force. Donc, 20 de nos efforts vont donner 80 des résultats. En théorie, je devrais être satisfait avec 80 des résultats. Or, à cause de notre système de compétition, parce qu'on veut être les meilleurs, parce qu'on veut se démarquer, souvent, qu'est-ce qu'on vise? On vise le 100 %. Mais pour aller chercher notre 100 là, donc notre 20 de plus, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va investir 80 d'efforts. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Non, parce qu'on est en train d'investir du temps sur ce qui est accessoire. Et c'est là où deux règles majeures, je vous dirais, pour contrer cette loi-là. Première chose, on va capitaliser sur nos compétences fortes. Dans quoi vous êtes vraiment bon, vraiment bonne comme organisation? C'est là-dessus que vous allez vous démarquer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se perfectionner sur d'autres choses, là, mais ça veut juste dire que je vais consacrer le maximum de mon temps à des activités à valeur ajoutée. Je vous donne un exemple. Hier, j'étais en train de peaufiner le PowerPoint que je faisais pour vous et à un moment donné, je me suis mis à m'enfarger dans les fleurs du tapis et à essayer d'utiliser des petites flèches. Puis là, je voulais donc bien que ce soit cute. Puis là, à un moment donné, j'ai regardé le temps et je me suis dit, mon Dieu, ça fait une demi-heure que je suis en train, en quelque part, de perdre du temps sur des petites flèches. Probablement que vous ne les avez même pas vues, ces mots juste de petites flèches-là. Donc, ça ne devient pas utile. L'autre chose, c'est auprès des individus. Si vous faites une demande, par exemple, à votre direction, est-ce qu'on est dans ces lignes de force ou au contraire, on est plutôt dans ces lignes de faiblesse? Ce sera moins utile. Puis là, je le répète, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas amener les gens à se perfectionner, mais c'est plutôt dans une perspective de planification. L'autre chose, c'est la loi de la dilatation, la loi de Parkinson. Ce que ça dit, cette loi-là, c'est que dans le fond, un projet va nécessairement occuper la totalité du temps disponible. Bien, ce que ça veut dire, c'est que si je ne me fixe pas d'échéancier, si je ne me dis pas, OK, cette présentation PowerPoint-là, je veux l'avoir finie dans 2 heures, ça va prendre 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je n'ai pas de limite de temps. Notre projet, on veut l'avoir réalisé pour quand? L'année prochaine. OK? Donc, j'ai un objectif, j'ai un échéancier, il y a quelque chose qui est clair. Je vais venir baliser. L'autre chose qui est souvent un enjeu, c'est estimer adéquatement la durée nécessaire pour faire cette tâche-là. Parfois, comme administrateur, on va passer une commande à notre direction. Hey, as-tu pensé mettre sur pied une campagne de dons planifiés? Ah non, ça serait vraiment une bonne idée. Ah oui, tu devrais faire ça. OK, super. Attends une minute, là. Combien de temps ça prend? Organiser une campagne de dons planifiés? Oh, oui, c'est pas si simple qu'on pensait. Hein? Je passais à la commande. Moi, j'avais l'impression que ça allait se faire en 2 temps, 3 mouvements. Et ça, vous pouvez aussi, comme direction, parce que là, je sais hein, qu'il y a les deux aujourd'hui, mais comme direction, on peut aussi développer ce réflexe-là de questionner. Ah, bien, vous me demandez de faire une campagne de dons planifiés, super. Voici, je pense que faire une campagne de dons planifiés, là, ça pourrait prendre, je ne sais pas moi, 1 semaine, par exemple, donc à peu près une 30aine d'heures de travail. Là, quand je regarde dans ce qu'on s'est prévu cette année annuellement, on ne l'avait pas prévu. Donc, qu'est-ce qu'on sacrifie? Où est-ce qu'on va décider de faire des choix? Parce que le temps, il n'est pas élastique. Il y a encore 24 heures dans une journée, 365 jours par année. Il y a des fins de semaine, il y a des temps où on est en congé, il y a des temps où on est en réunion, il y a des temps où on n'est pas en train de travailler concrètement sur nos tâches finalement. Donc, à prendre en considération. Dernière loi que je voulais voir avec vous, c'est la loi de Carlson. Pourquoi? Parce que avant, je disais que c'était pandémique. Là, on dirait que je n'ose plus dire ça. Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre comme expression? Mais en fait, c'est que c'est vraiment très, très répandu. Okay? La loi de Carlson, c'est l'interruption. Il y a eu un article dans la presse il y a quelques années, 3 à 4 ans à peu près, où il avait mesuré chez des cadres de haute entreprise le nombre de fois où il était interrompu dans une journée. C'était épouvantable. Okay? Donc, si je n'ai pas suffisamment de temps,
parce que je suis constamment interrompue, donc mon cerveau est constamment en train de se remettre, en train d'être concentré à faire ce qu'il faisait, inévitablement, je vais être moins efficace. Donc, dans notre organisation, on a besoin de se donner des règles communes pour limiter les interruptions. L'autre chose, c'est qu'on va essayer de prévoir nos tâches en séquence. Et j'ai un gros projet de, je ne sais pas moi, un gros projet de sensibilisation dans les écoles secondaires sur X, Y, Z problématiques. Oh, OK. Mais là, je ne peux pas prendre ce projet-là aujourd'hui puis le réaliser au complet. Donc, ça va être quoi ma première étape? Mais premièrement, je vais avoir besoin de faire du démarchage auprès des écoles secondaires. Ensuite de ça, je vais peut-être concevoir mon programme. Puis là, concevoir mon programme, bien là, il y a un bout où ça va être de la recherche, il y a un bout où ça va être telle autre chose. Donc, j'ai besoin de décortiquer pour à la fois que ce soit plus réaliste, mais aussi que je vois le projet avancer. Donc, on garde ces lois-là bien en tête quand vient le temps de faire notre planification pour éviter de se retrouver piégé, si on veut, par ces lois-là. Là, vous vous souvenez, je vous ai dit, le titre de cette formation-là, c'est urgence ou priorité. Donc, c'était un peu une guitare, là, puis il y a plusieurs gens qui disent, bien là, Karine, une urgence, c'est toujours une priorité. Mais est-ce que toutes les urgences sont réellement des urgences? Et est-ce que toutes les priorités sont réellement des priorités? Est-ce que tout est important et tout est urgent? Et c'est Eisenhower, en fait, qui nous invite à utiliser sa matrice, honnêtement, que je trouve fort pertinente et fort intéressante pour nous aider à faire ce travail-là. Donc, ce qu'il dit, lui, déjà, c'est qu'il faut distinguer deux concepts, l'urgence et l'importance. L'urgence, là, c'est qu'il y a un délai. Je dois le faire maintenant. L'importance, c'est qu'il y a de la conséquence. Si je ne le fais pas, bien, ça va me mettre dans le trouble à quelque part. Okay? Donc, il y a des tâches en priorité A. Ça veut dire que je devrais les faire en premier, ces tâches-là. Mes tâches en priorité A, c'est des tâches qui sont à la fois importantes et urgentes. Je n'ai pas le choix de les traiter maintenant. Mes tâches en priorité B, la planification, là, c'est une tâche en priorité B. C'est une tâche qui n'est pas urgente. Il y a pas, à moins que mon bailleur de fonds là, me presse un peu de déposer mon plan d'action, puis là, oups, je ne l'ai pas fait, donc là, ça va tomber dans la catégorie urgent. Mais sinon, de façon générale, c'est important parce que ça a de la valeur ajoutée, mais ce n'est pas urgent. Mes tâches en priorité C, c'est des tâches qui sont urgentes, mais qui ne sont pas si importantes que ça. Mais c'est des tâches de routine, c'est des tâches que je n'ai pas le choix d'effectuer. Des fois, tout dépendant de la nature de mon poste, je devrais toutefois avoir intérêt à les déléguer, ces tâches-là. Et il y a des tâches en priorité D, c'est-à-dire des tâches qui ne sont pas urgentes ni importantes. Et là, j'ai toujours un petit choc généralement dans la salle quand je donne cette formation-là. En présence, les gens me disent non, nous, là, on n'a pas ça, des tâches en priorité D qui seraient à éliminer. Tout ce qu'on fait, c'est totalement pertinent. Ma réponse, c'est non, mais on ne s'en rend pas compte. Parce que l'être humain est ainsi fait. Personne ne veut travailler dans le vide. Okay? Tout le monde veut veut sentir qu'il y a une utilité à ce qu'il est en train de faire. Malgré ça, il y a quand même des tâches en priorité D qu'on devrait éliminer, puis je vais vous donner des exemples dans quelques secondes. Juste avant d'aller dans les exemples, je veux vous rappeler quelque chose de fondamental, et c'est là où il y a mon petit pictogramme dans le bas. L'évaluation du niveau d'urgence à partir de la matrice d'Eisenhower doit dépendre de la nature du poste de la personne à qui on va demander une tâche, de l'organisation ou encore de la vision de développement. C'est-à-dire que la notion d'urgence et d'importance varie en fonction des personnes, varie en fonction des organisations et des postes. Donc, ce n'est pas absolu. Toutefois, à partir du moment où on a une matrice comme celle-là, à partir du moment où on s'entend sur la définition d'urgence, d'importance, on est capable d'avoir des discussions collectives pour mieux trancher. Je vous donne des exemples. Donc, mes tâches en priorité A.
je suis interrompue. Il y a quelqu'un qui rentre dans mon bureau et qui se met à parler. Même si je ne veux pas nécessairement lui accorder une grande importance, ou ça se peut que je lui dise de revenir me voir plus tard, le fait d'avoir été interrompu, le fait de devoir traiter cette interaction-là, je n'ai pas eu le choix. Okay? Donc, ça a pris le dessus. Le téléphone sonne. Supposons que c'est mon travail que de répondre au téléphone. Je suis à la réception dans une organisation. C'est une tâche en priorité A. Je n'ai pas le choix. Mais si je suis à la gestion d'une organisation, est-ce que c'est une tâche en priorité A? Est-ce que je peux me permettre, par exemple, d'avoir des espaces bloqués où je ne serai pas dérangée? Ben oui. Les gestions de crise sont aussi des tâches en priorité A. J'ai quelqu'un qui est en train de faire un arrêt cardiaque dans mon organisation. Je ne peux pas lui dire « Oh, écoute, excuse-moi, après ma pause, s'il vous plaît. » Ben non, OK, je vais gérer ça maintenant. Ceci étant dit, on se rappelle du début du webinaire où on s'est dit qu'actuellement, dans nos organisations, on avait un système de court-termisme qui nous amenait à être dépendants de l'urgence. Toutes les crises ne sont pas des vraies situations de crise. Et je vous donne un exemple. Donc, un jour, je suis à la coordination d'une organisation et il y a une intervenante qui vient me voir pour me dire « Karine, je viens de recevoir une interdiction de contact entre une usagère et un intervenant, mais un intervenant extérieur. » Donc là, je dis « OK. » Puis là, vite, là, je vois qu'elle est toute en panique. Là, vite, il faut faire quelque chose. Puis là, je la regarde, puis je lui dis « Bien, écoute, est-ce que cette personne-là, cette usagère-là, elle est là? » Non. Est-ce que cet intervenant, il est là? Non. Donc, ce n'est pas une tâche en priorité A. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de tout mettre mes choses de côté. Par contre, c'est une tâche en priorité B. Il faut s'en occuper rapidement, mais pas maintenant. Le dégât d'eau, ça se peut que ce soit une tâche en priorité A si c'est en train de me couler sur la tête. Par contre, si j'ai fait mes tâches en priorité B correctement, c'est-à-dire que j'ai vu à l'entretien préventif de mon immeuble, si, par exemple, ma demande de financement, parce qu'elle est demain, c'est devenu une tâche en priorité A, mais en théorie, ma demande de financement, là, je le savais bien avant hier que j'avais une demande de financement à faire. Je sais que c'est une priorité d'aller chercher du financement pour mon organisation. Donc, c'est une tâche en priorité B. Les projets spéciaux qui nous tiennent à cœur, qui nous permettent le développement de notre organisation, c'est une tâche en priorité B. La planification de notre relève dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est des tâches en priorité B. La révision des descriptions de tâches, nos exercices de team building, je me suis permis un petit mot en anglais, nos activités qui sont liées à la mission, c'est des tâches en priorité B. Notre système de classement, le préparer, l'organiser, c'est des tâches en priorité B. Le problème actuellement dans nos organisations, c'est qu'on sacrifie des tâches en priorité B, qui sont des tâches importantes, au profit de quoi? Nos tâches en priorité A. Il y a quelque chose qui fonctionne. Nos tâches de routine. Qu'est-ce qu'on retrouve dans nos tâches de routine? Papier dans la photocopieuse. Mais vous savez, là, celui qui ne remplit jamais le papier dans la photocopieuse, puis là, vous arrivez pressé pour faire vos copies, puis il manque toujours de papier. Donc, c'est des tâches de routine. À qui on peut confier ça? La commande de fourniture qui revient, par exemple, de façon systématique. La préparation des payes, par exemple, qui revient à chaque 2 semaines. La remise de documents au comptable, par exemple, de façon mensuelle. C'est important, OK, dans une organisation, mais il faut juste voir à les organiser pour pas que ces tâches-là prennent le dessus non plus sur des tâches en priorité B. C'est à ça qu'on veut donner de l'espace dans notre planification. Et là, j'arrive avec mes tâches en priorité D, parce que peut-être que je ne vous ai pas convaincu que ça n'existait pas. Vous êtes encore avec la conception qu'il n'y en a pas tant que ça, Karine, des tâches en priorité D dans notre organisation. Il y a des organisations ces dernières années qui se sont dotées de processus laborieux pour se donner des fois un air un peu plus professionnel, se donner un peu plus de rigueur. Mais en fait, les processus sont tellement longs qu'on perd du temps, on perd de notre efficacité. L'autre chose, c'est que des fois, on est tellement peu organisé, je vais passer plein de temps à chercher des dossiers, chercher mes documents, je ne sais plus c'est où. Avec le télétravail, plusieurs personnes ont migré vers le nuage. Oh là là! Pour combien d'organisations en ce moment, les gens sont totalement perdus? Combien d'entre vous, sur leur bureau d'ordinateur, ont je ne sais pas combien de dossiers qui ne sont pas classés? Ça, c'est des tâches en priorité D. Ça me fait perdre du temps. Il a été démontré qu'en moyenne, on lisait 10 fois
le même courriel avant de le traiter. Tâche en priorité D. Les répondre à tous, à utiliser avec parcimonie. Parce que sinon, mettons, vous envoyez un répondre à tous au conseil d'administration pour leur souhaiter une extraordinaire journée. Il y a 10 personnes qui ont ouvert leur ordinateur, qui ont pris le temps de regarder le message, qui vous ont peut-être même répondu. Là, je ne vous dis pas de ne pas être sympathique avec les gens, mais les répondre à tous, il faut que ça ait une visée d'utilité. Autre chose, hein, on l'a dit tantôt d'entrée de jeu, les informations sont multiples. On a énormément d'informations à traiter. Est-ce que ce ne serait pas plus utile de recevoir un résumé à la fin de la semaine avec les points saillants? Vous allez me dire, oui, mais Karine, ça prend du temps de faire un résumé. Oui, mais si je calcule que j'envoie 10 courriels à 10 personnes de mon conseil d'administration qui vont prendre chacun 1 heure dans leur semaine pour le lire, versus une personne qui va faire un résumé où ça va y prendre 1 heure, puis que les personnes vont le lire en 5-10 minutes, je gagne du temps pour mon organisation en bout de ligne. La présence à des comités sans plus-value. Là, je sais que c'est difficile à dire, surtout dans une organisation comme la vôtre, mais parfois, on va siéger sur des comités et on va avoir un rôle que j'appelle de plante verte. C'est-à-dire qu'on n'a pas une contribution, puis en même temps, ce n'est pas utile nécessairement pour nous et notre organisation. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'il n'y a pas intérêt pour mon organisation de sélectionner davantage les comités sur lesquels je vais siéger? Donc, ça, pour moi, c'était un outil vraiment important. Je vous invite à le regarder en équipe. Quand vous faites votre plan d'action, je vous invite à vous demander si c'est des tâches en priorité A, B, C ou D. Je vous invite aussi, quand vous faites des commandes, par exemple, à vos directions ou encore aux équipes de travail ou encore aux bénévoles, est-ce que ce que je leur confie comme tâche, c'est vraiment des tâches utiles? L'autre chose, c'est est-ce que je peux mettre des limites face à certaines priorités A qui ne sont pas toujours des priorités A? Donc, déjà ça va nous donner l'apparence, et pas juste l'apparence, mais la certitude, en fait, d'un meilleur contrôle sur notre organisation, notre processus de planification. Et là, je vous parle du CTM. Le CTM, c'est pourquoi? C'est pour le coefficient de temps maîtrisable qui nous permet, en fait, de réaliser notre test de réalisme. Okay? Donc, là, je vais le faire à l'échelle d'une seule personne parce qu'à l'échelle d'une organisation, ce serait peut-être un peu plus complexe là, à expliquer aujourd'hui. Mais supposons que moi, comme personne, je travaille 7 heures par jour dans ma journée. Okay? 7 heures par jour et que je donne, mettons, 3 heures par jour de formation. Super, donc 7 moins 3. Il me reste 4 heures dans ma journée pour faire mes tâches. Mais là, attendez un peu, là. Je vais prendre du temps au téléphone pour répondre, par exemple, à des clients, à des personnes. Je vais prendre du temps pour répondre à mes courriels. Je vais prendre au moins 1 heure, 1 heure et demie peut-être là, pour répondre à tous ces gens-là. Donc là, tantôt, il me restait 4 heures. Je soustrais ce temps consacré aux communications. Donc, il me reste, mettons, on va faire un chiffron là, pour le besoin de la cause. Là. Il me reste 2 heures et demie, 2 heures à peu près là, de travail. Tantôt, on s'est dit, à cause de notre loi de Murphy, il faut que je me donne une marge de manœuvre. Donc, supposons qu'il me reste 2 heures, puis on dit, je vais me donner, mettons, au moins là, un 20-30% à peu près de marge de manœuvre, donc d'imprévu. Ça veut dire qu'au bas mot, dans ma journée, il me reste 1 heure et demie pour faire mes tâches. Je peux faire le calcul à l'échelle des individus, mais je peux aussi faire le calcul à l'échelle d'une organisation. Et là, quand je fais mon plan d'action, c'est là où je vous disais, là, il faut se demander, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Est-ce qu'on a les ressources humaines, matérielles, financières? On a-tu le temps nécessaire pour pouvoir faire ça? Sinon, je mets les personnes dans un goulot d'étranglement et là, ce n'est pas porteur. Donc, soyons réalistes, soyons efficaces dans notre façon de faire les choses. Il est 12h55. J'aimerais, avant de terminer là, avec ma petite conclusion, ma petite allégorie, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui avaient des questions sur la présentation d'aujourd'hui? Peut-être qu'on peut utiliser le chat. Philippe, je pourrais peut-être utiliser quelques questions.
Oui, on a déjà Rémi qui nous a envoyé tout à l'heure une question. Je vais tout de suite la retrouver, mais en fait, il demandait si vous aviez des outils à partager pour faire justement l'organisation, peut-être dans une équipe, là, un genre de chronogramme pour se partager des tâches, parce que on le sait, il y a des outils très intéressants qui existent, mais il faut s'entendre parce que si chaque membre de l'équipe utilise un outil différent, ça devient difficile. Oui. Ce que je vais faire, je vais vous référer dans un premier temps à la boîte à outils pour mettre vos actions en valeur qui a été faite par le Centre Saint-Pierre. Vous allez pouvoir la trouver directement sur le site web du Centre Saint-Pierre et vous allez avoir là, des outils là-dedans sur qui fait quoi. Il y a même des documents Word qu'on peut directement exporter, tout simplement les adapter à notre sauce. L'autre chose peut-être, Philippe, que je pourrais faire, c'est vous envoyer ah mon Dieu, le nom m'échappe, mais c'est un espèce d'exercice, en fait, d'évaluation de sa charge de travail pour on puisse faire une meilleure planification. Donc, je me mets une petite note là, de vous envoyer ça, puis j'imagine qu'on pourra faire suivre aux membres là, par la suite. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On aurait peut-être le temps pour une seule question comme leur fil, puis donc je vais surveiller le chat d'ici là, mais un élément moi qui m'interpelle beaucoup aussi, c'est le côté humain, parce on a entendu parler là, de la méthode Toyota, puis du système de santé où on devait vraiment tout chronométrer. Et je pense que c'est important de se donner cet espace-là dans nos milieux de travail où le contact humain, les échanges sont extrêmement importants. Ben, c'est pas nécessairement considéré comme une urgence ou une priorité, mais de prendre des nouvelles de ses collègues, de prendre un 5 minutes le matin, faire le tour, que ce soit des rencontres Zoom même qu'on s'ajoute peut-être en début de semaine juste pour prendre des nouvelles. Nous, on le fait dans l'équipe, comment la fin de semaine s'est passée. C'est vraiment important, donc, de se garder quand même un petit peu d'espace là, pour ces contacts-là qui sont fort importants. Mais assurément, en fait, parce que ça, c'est des tâches, en toute notre vie d'équipe, notre climat d'équipe, c'est des tâches en priorité B. Parce que si je n'ai pas un bon climat d'équipe, que je me retrouve en gestion de crise, ma gestion de crise, ça va être une tâche en priorité A, mais il va falloir que je détricote en fait longtemps, ce qui va s'être créé comme dynamique plus explosive dans mon organisation. Donc, j'ai tout intérêt à mettre du temps. Mais pour ça, il faut le discuter en équipe. Et c'est pour ça que je voulais terminer en fait sur cette petite allégorie. Puis vous pourrez là, prendre le temps de la lire, mais grosso modo, c'est un enseignant qui demande à ses élèves, dans un pot maçon, il met des balles, puis là, il demande aux élèves, OK, est-ce que le pot est plein? Puis là, le pot est plein de balles, puis il dit OK. Puis là, il sort du gravier. Puis là, oups, il se met à mettre du gravier. Puis là, ça rentre encore. Donc, il demande aux élèves, mais est-ce que le pot est plein? Puis là, les élèves comprennent un peu le jeu, puis là, ils se disent OK, non, donc j'ajoute du sable, puis là, j'ajoute de l'eau. Donc, mais ce qu'on dit, dans le fond, c'est que si je n'ai pas d'abord mis mes balles dans mon plat, si j'avais commencé par mon sable, mon gravier, mon eau, mais que je n'avais pas mis ce qui était le plus important pour moi, pour mon organisation, je vais passer à côté de quelque chose. Donc, qu'est-ce qui est prioritaire dans votre organisation? Et Philippe, ce que vous venez de dire là est fort intéressant. Ce que vous dites, c'est l'humain est au cœur de notre organisation. Et si on a ça comme balle de tennis dans notre genre, bien, ça veut dire que je vais y accorder du temps parce que ça va être important. Donc, pour moi, c'est important de justement vous lancer sur cette question-là en quittant qu'est-ce qui est important pour vous, pour votre organisation. Est-ce qu'on peut changer le focus? On va continuer de répondre à nos urgences quand il y en sont réellement, mais est-ce qu'on peut mettre notre attention sur des tâches en priorité B qui sont des tâches importantes et qui ont de la plus-value? Merci énormément pour ce tour de piste rapide, mais quand même assez complet. C'est sûr que c'est une formation normalement qui se donne en plusieurs heures, donc vous avez eu droit à un condensé. Oui. Donc, ça devrait animer de bons échanges avec vos équipes de travail, votre CA, ou des fois même à la maison. Là, moi, je m'efforce à dire à ma fille que le matin, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres pour quitter l'école à la bonne heure. Donc, merci Karine pour ces bons conseils, ces échanges qui ont été, je suis sûr, fort appréciés. On vous invite à compléter le questionnaire d'évaluation que vous avez reçu il y a quelques minutes. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de gouvernance inclusive. Donc, on a le plaisir d'accueillir Céline Morellon,
qui est CRHA et qui va nous parler de son expérience et je pense qu'il y aura des pistes aussi très intéressantes pour le recrutement de vos prochains administrateurs. On vous parlera aussi de la nouvelle cohorte du groupe des 20 de Concertation Montréal. On va lancer l'appel de candidature en début de semaine prochaine, donc ma collègue Nabila Guernati sera avec nous la semaine prochaine pour vous donner quelques détails sur ce programme. Donc, merci à tout le monde, merci à Karine, puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Voilà. Donc, au Merci plaisir. beaucoup. Au revoir. Bye. Bonne fin de journée.